Bonjour à tous et à tous. L'ANECLEA, l'Association nationale des enseignants-chercheurs en Algérie, des enseignants-chercheurs en langue étrangère en Algérie et le laboratoire de DPF collaborent aujourd'hui autour du thème suivant. Comment préparer son concours de doctorat, conseil méthodologique. Pour cela, nous avons l'honneur d'accueillir aujourd'hui deux enseignants-chercheurs qui viennent de l'université de Domossa et qui ont eu la gentillesse de répondre favorablement à notre invitation. Professeur Benzeket et professeur Roubaï, bonjour. 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 Avant de leur donner la parole, nous allons les présenter brièvement. Veuillez m'en excuser, monsieur Roubaï, mais les femmes d'abord. Professeur Benzeket est professeur au département de langue française de l'université de Moussa Ghanem depuis 2002. Elle se spécialise en didactique du français et langue étrangère. Elle est l'auteur de plusieurs articles scientifiques qui s'inscrivent dans la réflexion sur les normes du français à enseigner en Algérie, l'impact du milieu plurilingue sur les pratiques d'enseignement apprentissage des langues et les implications didactiques. Ces travaux sont également inscrits en sociodidactique, justifiant ainsi l'attention prêtée au contexte socio-interactionnel dans lesquels s'inscrivent les pratiques langagières de l'apprenant, en proposant une réflexion sur l'enseignement apprentissage des langues dans une optique variationniste qui met au premier plan les liens entre l'espace de la classe et les autres espaces sociaux. Malika Benzeket est par ailleurs directrice du laboratoire de recherche didactique des projets de formation et conception de curricula, chef de l'équipe ingénierie des programmes et présidente du comité de formation doctorale sociodidactique du FLE, plurilinguisme, pratique langagière et enseignement, lancé en 2015. Pour ce qui est de M. Roubaï, Mohamed Amin est docteur en sciences des textes littéraires, doctorat obtenu à l'université de Moussa Ghanem en 2012. Il s'est spécialisé dans la littérature algérienne moderne. Il a traité dans sa thèse de la psychanalyse de la littérature et plus particulièrement celle de l'auteur confronté aux faits du terrorisme. Par ses enseignements en master depuis plus de 10 ans, il s'intéresse à l'influence des nouvelles technologies dans la communication. Ceci a favorisé l'ouverture d'un doctorat en transécriture et en intermédialité 2015, ce qui lui a permis de mettre en relation dans les thèses qu'il a fait soutenir les littératures et leurs différentes adaptations dans les médias. Aussi, parmi ses autres centres d'intérêt, il y a le développement d'outils curriculaires liés aux nouvelles technologies. Sa direction des équipes du laboratoire de didactique des projets de formation et de conception des curricula lui a permis de mener au mieux cet objectif. C'est dans ce va-et-vient entre sciences des textes littéraires, développement technologique, sciences de l'enseignement ainsi que dans le don de soi que le professeur Roubaï Chofi cherche son épanouissement. Sans trop tarder, je donne la parole à M. Benzeket pour nous présenter et nous donner des informations qui seront utiles pour les prochains ou bien pour l'ensemble, si vous voulez, des étudiants en doctorat et même aussi pour les masters. Monsieur Benzeket. Madame. Madame Benzeket ou bien Monsieur Roubaï, vous pouvez développer. Merci beaucoup, chers collègues. Donc, à notre tour de dire un grand merci à l'ANECLEA, à mes amis et collègues Iman Wahib et Houda Akmoun pour cette invitation qui nous donne cette possibilité de partager un peu notre expérience avec nos étudiants de Master 1, Master 2, les futurs candidats au concours de doctorat pour cette année, mais pour les années prochaines aussi. Donc, on voudrait partager avec eux quelques conseils méthodologiques concernant la préparation du concours de doctorat. Donc, encore une fois, personnellement, mais au nom aussi de tous les membres du DPFCC, donc notre laboratoire de didactique des projets de formation et conception de curricula, je remercie l'ANECLEA et les collègues de BLIDA 2. Voilà, je ne sais pas si Amine voudra dire un bonjour avant de commencer. Il a été dit et redit, donc bonjour à tous, bien sûr. Et on préfère aller directement au sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Voilà. Si vous permettez un instant, si vous permettez. Oui. Oui, bon, je tiens à faire savoir à l'ensemble des participants, ceux qui veulent et celles qui veulent poser des questions, qu'ils le fassent, si vous voulez, par le biais de la discussion, par les commentaires, par faire un commentaire. Moi, je relève. Je prends la question et je la dicte à nos intervenants. Merci beaucoup. Vous pouvez commencer si vous voulez. D'accord. Donc, je voudrais juste préciser que quand les collègues de BLIDA m'ont contacté, moi et M. Roubaï, pour ce webinaire, j'ai été un peu très surprise
J'ai trouvé l'idée très intéressante. Mais quand j'ai commencé à me renseigner par rapport au webinaire, j'étais un peu sceptique parce que j'ai vu qu'il y avait quand même d'autres sessions qui ont été faites sur pratiquement la même problématique, donc comment préparer le concours de doctorat. Et je vous avoue que finalement, j'ai été un peu embarrassée. Je crois que mon collègue Amir Robaï l'était aussi, parce qu'on s'était dit, qu'est-ce qu'on va devoir encore dire aux doctorants par rapport à la préparation du concours de doctorat, en plus de ce que les autres collègues ont dit. Donc, en fait, notre intervention aujourd'hui, on a essayé d'être plutôt dans nos étudiants, les futurs candidats au concours de doctorat, de se préparer avec plus d'aisance, si vous voulez, pour ce concours qui en fait devient une des issues après l'obtention d'un master au sein des universités en Algérie. En fait, l'obtention d'un master est une voie qui est relativement courante vers le doctorat. On a généralement cette envie de vouloir franchir la prochaine étape de son parcours de recherche, donc passer au doctorat après le master. Mais on a également à côté cette envie de bien vouloir gérer la transition. Donc, on voudrait bien réussir enfin avoir le concours et accéder à l'étape prochaine. Enfin, la question qui se pose à ce niveau-là, est-ce que le passage justement à l'étape suivante, et je crois que ça c'est une question légitime de par les étudiants de master, c'est de savoir si justement ce passage vers le parcours académique de doctorat est une étape difficile. Les étudiants, enfin de par notre expérience, pensent qu'elle l'est. Du fait qu'elle est avant tout éliminatoire. Justement. C'est ça, le fait qu'on est éliminé ou on est choisi parmi des centaines de doctorants, de personnes qui postulent pour faire un doctorat. Et ça, c'est la difficulté, elle est là. Et on n'a jamais, à partir du baccalauréat, on n'a jamais été éliminé. C'est-à-dire que ce soit en licence ou en master, c'est-à-dire 4 et 3 ans. 4 et 3 ans, ça fait 7 ans. 7 ans d'études où on n'a jamais été éliminé. Donc, automatiquement, arrivé à un point où on nous demande d'être les meilleurs, là est la première difficulté du doctorat. Ce qu'on a envie aussi de dire aux étudiants aujourd'hui, ça n'engage peut-être que nous, mais moi, en tout cas, j'ai envie de leur dire que ce n'est pas toujours difficile. Ce n'est pas difficile, en tout cas, il faudrait relativiser cette notion de difficulté du passage au doctorat si au moins on pouvait passer par la phase préliminaire qui consiste à se familiariser justement avec la formation doctorale et son fonctionnement. Ça veut dire quoi, se familiariser avec la phase de doctorat? Ça veut dire comprendre beaucoup de choses justement avant de s'engager, parce que le doctorat est avant tout, à notre sens, une question d'engagement. Ça implique déjà 3 ans à 6 ans d'études, donc c'est quand même un parcours assez long. C'est un engagement à long terme, en effet. Il est différent du master, donc ce n'est pas des études qu'on va faire sanctionnées par des examens, une évaluation qui consiste à avoir une moyenne pour pouvoir passer. C'est très différent. Il y a énormément de nouvelles procédures qui vont entrer en jeu, entre autres, par exemple, cette relation encadrant-encadré à laquelle il faudrait se familiariser. Il y a cette notion d'autonomie à laquelle je pense qu'on n'est pas suffisamment préparé en master. Il y a aussi l'effort cognitif, mais aussi psychologique, parce que s'inscrire en thèse de doctorat, c'est aussi mettre entre parenthèses ses habitudes, sa vie de tous les jours, toutes les choses auxquelles on s'était habitué. Mais aussi, ce qu'il faudrait faire remarquer, c'est qu'un concours de doctorat est quelque chose de difficile à gérer mentalement. La difficulté, elle est dans le stress, dans la préparation, dans le fait de se mettre en situation de reprendre ses études
Parce que d'habitude, avec le master, quand on a terminé son master, on se dit, c'est bon, ça y est, j'ai terminé mon master, j'ai terminé mes études. Et d'un seul coup, on se prépare à passer un nouveau cap qui est le doctorat. Donc, nouveau stress, nouvelle étape difficile, mais néanmoins, comme disait Madame Sket, toute épreuve difficile est surmontée si il y a préparation, s'il y a mentalement, pas uniquement scientifiquement, mais mentalement, il y a une préparation à faire. C'est ce dont on va parler dans un moment, surtout cette notion de préparation. Mais je crois qu'avant de parler de la préparation, il faudrait savoir une chose qu'on ne dira jamais assez aux étudiants de master, mais aussi aux candidats pour le concours cette année, c'est que si on voudrait justement gérer comme il le faut la transition du master vers le doctorat et passer, je dirais entre guillemets, tranquillement son concours, il faudrait se doter d'une bonne motivation. Mais la motivation, je dirais pas dans le sens de j'ai envie de passer le concours de doctorat. Motivation plutôt dans le sens j'ai un objectif de passer ce concours de doctorat. Ça, c'est un élément déterminant parce que quand on a un objectif, on va en fait mobiliser tous les éléments dont on va parler dans un petit moment en parlant de la préparation du concours pour justement avoir et justement, comme je le disais, gérer la transition. Voilà, donc on a essayé un peu de, si je dois annoncer le plan de notre intervention, diviser notre intervention en plusieurs parties. On va dans un premier temps peut-être parler du concours, de la préparation de ce concours et ensuite du jour J, c'est-à-dire des épreuves, de la façon de répondre aux épreuves pour aboutir à la fin. C'est peut-être un petit effort de notre part, mais encore une fois, en fonction de notre expérience, donc ça pourrait n'engager que nous deux et puis les personnes que nous avons consultées avant de se prononcer par rapport aux critères d'évaluation que les correcteurs prennent justement en considération pour la correction des copies des examens ou des épreuves de doctorat. Voilà, donc le concours, en effet, on est justement à cette phase. Il y a plusieurs concours. Le concours revêt un caractère national, donc plusieurs universités ont lancé justement des appels et des étudiants qui ont déjà eu leur master se sont inscrits. Donc, ils ont postulé, ils ont le droit de postuler au niveau de plusieurs universités. Je crois que l'élément 1, justement, à prendre en considération, que parfois les étudiants négligent ou le font rapidement, enfin prennent des décisions assez, je dirais, hâtives, c'est le choix de l'université. Je crois que l'un des éléments les plus importants. C'est pour cela que par rapport au choix de l'université, à chaque année, on le remarque. Et même cette année, avec le concours à l'université de Mostaganem, pas celui des langues, mais la majorité des concours qui se sont déroulés à Mostaganem, c'est que sur les 100% d'étudiants inscrits au concours, nous n'avons reçu que entre 30 et 35% des étudiants, enfin des personnes qui ont voulu passer le concours de doctorat. Donc, il y a 70% de déperdition. Alors, et ça, c'est parce que la majorité des jeunes, je ne sais plus comment… Les candidats, voilà. Les candidats ne font pas un choix réfléchi de l'université. Ils viennent de n'importe où en Algérie pour s'inscrire dans une université. Après, ils passent de l'Est à l'Ouest, au Sud, et c'est des distances de 500-600 km. Arrivés à la date du concours de doctorat, ils font marche arrière. Donc, c'est pour cela que c'est des choix qui ne sont pas réfléchis. Et le choix de l'université, il est très, très important. Surtout quand on se prépare à l'avance, surtout quand on a une bonne motivation, c'est-à-dire quand on veut réussir son concours de doctorat, il faudrait commencer par bien choisir 1, 2 ou 3 universités. Parce que je sais que la réglementation ne vous autorise pas à vous inscrire dans plus de 3 universités, mais néanmoins, sur les 3 universités, c'est un choix stratégique. Il ne faut pas choisir des universités
qui sont très éloignés de votre lieu d'habitation, sinon très éloignés de votre lieu de travail aussi, et très éloignés aussi de votre famille, parce qu'il y a une gestion de vie avec le passage en phase de doctorat. Surtout que ce n'est plus la licence, vous n'êtes plus des étudiants de 20 ans. Maintenant, vous arrivez à un âge de 30 ans où la personne en tant qu'adulte se confirme dans sa vie. Donc, automatiquement, elle doit choisir une université qui lui est accessible en termes de distance et de disponibilité, mais aussi choisir l'université en termes de qualité, j'allais dire, d'université. Qualité dans le sens où nous parlons ici de qu'est-ce que l'université va vous offrir. Voilà. Quelle est la valeur de cette université? Par rapport à leur projet d'études. Par rapport à votre projet d'études, mais aussi par rapport à ce qui est proposé par cette université. Des fois, il y a des universités qui vous proposent des thématiques de doctorat complètement différentes de votre formation. Et des fois, des thématiques aussi de doctorat. Et là, on passera au deuxième point qui est celui du promoteur. Le promoteur du doctorat et le comité de formation doctorale aussi sont très, très importants dans le choix que vous allez faire. Le promoteur et le comité de formation doctorale sont très, très importants à connaître. Et là, on revient à cette idée de préparation à cette candidature à un poste de doctorat où vous devez faire un travail pas seulement scientifique, mais aussi de ce que j'appelle moi un travail tactique ou stratégique. C'est-à-dire vous n'allez pas aller vers les universités et c'est tout. Il faudrait réfléchir à quelle université choisir. Quel est ce promoteur? Qui est ce promoteur? Quels sont ses centres d'intérêt? Il s'intéresse à quoi scientifiquement? Quelles sont ses études? Quelles sont ses influences? Par exemple, s'il est en didactique, est-ce que la didactique qu'il approche est une didactique qui vous est accessible? Est-ce que et pourquoi on vous parle de promoteur? Parce que généralement, c'est le promoteur qui oriente la réflexion des concepteurs du sujet. Oui, vous pouvez accéder. Vous mettez-vous, il y a des chaises, excusez-nous, il y a des étudiants qui veulent assister. C'est un plus. Donc, je vous disais que le promoteur et à travers lui, le comité de formation doctorale, ce qu'on appelle le CFD, c'est lui qui oriente. Il n'impose pas, mais il oriente la réflexion des concepteurs. Donc, le choix du sujet correspond à ce que lui a fait dans sa carrière scientifique. Donc, c'est pour cela que le promoteur est important. Il faut savoir qui c'est. Et généralement, sur les sites des universités, vous trouvez les informations où vous savez qui est promoteur de ce doctorat. Automatiquement, vous pouvez savoir à travers les travaux qu'il a fait, son orientation scientifique. Oui, en fait, peut-être qu'ils n'influencent pas directement les concepteurs, mais c'est eux qui montent enfin, je parle de l'équipe de formation doctorale, carrément la formation, et donc c'est eux qui proposent les axes de recherche. Et il faudrait justement être très attentif par rapport à tout ça. Vous allez nous poser la question, mais où on va trouver toutes ces informations, je veux dire par rapport aux promoteurs, comité de formation doctorale, nombre de candidats, nombre de postes proposés, etc. Il faudrait justement consulter les sites internet des universités, n'est-ce pas? Et les pages Facebook. Voilà, des universités. Et en plus, président du conseil scientifique de la faculté, donc il a connaissance de toutes ces informations. Donc, il faudrait justement consulter les sites internet des universités, des facultés concernées, les pages Facebook de ces facultés, des universités, etc. En principe, tout est affiché graduellement jusqu'au jour du Aussi, tout du est concours. une affaire de motivation. Quand on est motivé à un concours de doctorat, et on se déplace, on appelle, on demande à vos connaissances, vous demandez à vos amis,
C'est-à-dire que votre niveau et votre degré de motivation, c'est lui qui va vous pousser à poser la question. C'est-à-dire, nous, notre objectif ici, c'est de vous expliquer qu'il y a un travail de pré-enquête, si vous voulez. Il y a un travail préliminaire à faire, qui est celui de bien choisir l'université, bien choisir le promoteur, bien choisir la thématique du doctorat. Surtout que, vous le savez certainement, vous avez des masters différents, langue et culture, langue et communication, didactique des langues étrangères, etc., etc. Il y a plusieurs masters qui, sens du langage, langue et culture, je l'ai dit, je pense. Donc, et tous ces masters se retrouvent dans un concours de doctorat où vous avez la possibilité de vous inscrire dans n'importe quel doctorat, c'est-à-dire en langue et communication ou en langue et culture, il pourrait se retrouver en doctorat de didactique. Donc, le choix du doctorat ou la conception du doctorat se fait par filière, mais les masters, tous les masters se retrouvent dans ce doctorat. C'est pour ça qu'il faut réfléchir avant de s'inscrire. On passe maintenant, je crois, à l'étape que les doctorants attendent peut-être avec impatience, c'est l'étape de la préparation. Donc, en fait, c'est bon, on s'est inscrit, on a postulé. On doit maintenant devoir se préparer. La question que posent les doctorants, justement, c'est comment se préparer. Et c'est là où commence le stress de façon très importante. Parce qu'on ne sait pas justement comment se préparer. On a beau dire aux étudiants en master, voilà, si jamais vous voulez passer le concours de doctorat, il faudrait vous préparer à l'avance, etc. On est tous, on l'a remarqué, il y a toujours cette façon d'attendre la dernière minute justement pour commencer à se préparer. Une semaine avant, 2 semaines avant. On a envie de vous dire juste que ce n'est pas suffisant. Enfin, c'est pas comme ça qu'il faudrait faire. Vouloir passer un concours de doctorat et réussir la transition dont on parlait il y a un moment entre le master et le doctorat, c'est un processus. C'est un processus. Monsieur Robert me disait hier, c'est une question d'endurance. Oui, en fait, ça se prépare depuis son inscription à l'université. Depuis la licence. Voilà, mais au moins depuis qu'on est passé à la 2e graduation, donc le master. Parce qu'en master 1, on commence déjà à réfléchir à son projet de mémoire. En master 2, on prépare son mémoire de fin d'études. On est déjà confronté à cette relation de directeur de recherche. On est déjà confronté au processus de recherche, au processus de rédaction d'un écrit scientifique. Et c'est là qu'on doit justement se projeter dans son projet d'inscription en thèse de doctorat. Alors, non seulement attendre la dernière minute, mais ne pas respecter son planning. Il faut s'organiser, en fait, si on veut réussir la transition entre le master et le doctorat, il faudrait s'organiser en amont. Donc, comment commencer la préparation le plus tôt possible? Ça vous évite beaucoup de stress. Ça vous évite beaucoup de stress parce que quand on stresse, qu'est-ce qui se passe? On fait n'importe quoi. Alors, la première chose et la chose à éviter d'ailleurs que les doctorants font, c'est qu'ils commencent à lire, à tout lire. Avant cela, par rapport à la préparation et le fait de ne pas attendre la dernière minute, quand on parle de dernière minute, ce n'est pas la fin du master, c'est le début du master. C'est même, moi j'irais jusqu'à dire le début de la licence. C'est quand bon, c'est vrai qu'on est jeune, on a 18 ans, 20 ans et tout, avec le début de la licence, mais néanmoins, il faut avoir une idée de qu'est-ce qu'on veut faire de sa vie. Est-ce qu'on veut avoir un master et aller vers le travail ou faire de la recherche et aller en doctorat? C'est-à-dire que la préparation, elle se fait quand on est tout jeune. C'est-à-dire que c'est ça, c'est-à-dire ne pas attendre la dernière minute, c'est pas la fin du master, c'est le début du master. C'est lui la dernière minute. C'est là qu'on s'assure de son avenir. C'est là qu'on commence à réfléchir à son avenir. Et si vous voulez, si vous n'avez pas commencé à réfléchir à votre doctorat en début de master, vous êtes très en retard à la fin. Et c'est pour cela qu'on se retrouve dans du stress et on se retrouve à
à faire de l'accumulation, parce que la préparation scientifique, elle commence en début de master. C'est ça, ce que veut dire Madame Sket, c'est ça. C'est que le fait de commencer à lire et à ce qu'on a cité ici, la gloutonnerie livresque, elle commence en début de master, c'est pas à la fin du master. Vous êtes très en retard. C'est pour cela que avant la gloutonnerie livresque, on a commencé par le stress. On est stressé quand on est mal préparé. C'est ça ce que je veux dire. Voilà. C'est ce que je voulais dire aussi. En fait, pour éviter, quand on ne se prépare pas suffisamment en amont, ça nous stresse, et quand on stresse, on fait n'importe quoi, et du coup, on est souvent face à ce que beaucoup de chercheurs d'ailleurs ont appelé la gloutonnerie livresque, de la boulimie. En fait, on commence à lire n'importe quoi, sans sélection préalable, etc., et sans vraiment savoir ce qu'on cherche. On lit juste parce qu'on est obligé de lire, parce on va bientôt passer un concours. Et cela conduit souvent au découragement, parce qu'on va se rendre compte que finalement, on est en train de lire, on ne comprend absolument rien, on est dépassé, on se perd et on est découragé finalement avant même de passer le concours. Alors, si on doit justement éviter la gloutonnerie livresque, donc pas lire tout et n'importe quoi, sans comprendre pourquoi on fait tout ça, il faudrait savoir justement se documenter. Donc, la préparation, je crois que l'étape la plus importante de cette préparation, dehors du fait de devoir se préparer physiquement, mentalement, psychologiquement, etc., il faudrait aussi se préparer scientifiquement. Hein, c'est ce dont on a envie de parler aujourd'hui. Et donc, il faut se documenter. Alors, qu'est-ce que ça veut dire exactement se documenter et pourquoi justement on doit se documenter? Il faudrait d'abord savoir qu'il ne s'agit pas justement d'un travail sans fondement. La documentation va vous donner cette bonne connaissance du domaine de votre recherche à partir des études que vous allez devoir lire, des réflexions, d'expériences, de recherche relatives à votre spécialité, voire aux sciences connexes, parce que parfois on est obligé de s'ouvrir à d'autres disciplines relatives à notre discipline de spécialité. Donc, essayez dans un premier temps de faire, parce que ça aussi c'est un autre problème, on en a parlé hier aussi avec mon collègue, de faire la différence entre avoir une culture générale et avoir une vraie culture académique. Beaucoup de collègues, on en a parlé quand ils ont fait leur webinaire avec la NECLEA justement sur la préparation du concours de doctorat. Donc, on va le dire comme ça brièvement. Quand j'ai des connaissances sur un domaine, cela ne voudrait pas que je peux rédiger scientifiquement dans ce domaine, que j'ai des connaissances scientifiques dans le domaine. Par culture générale, on ne veut pas parler de la culture générale commune à tout le monde, mais la culture générale, c'est spécifique à une spécialité. C'est-à-dire, dans la spécialité, par exemple, on va citer exemple sciences de texte littéraire, c'est-à-dire ne pas savoir ce que c'est qu'un roman, ce que c'est qu'une œuvre littéraire, ce que c'est qu'une analyse littéraire. C'est pas ça. Ça, c'est de la culture générale. Mais connaître les spécificités de l'analyse du discours du texte littéraire, là, on est dans la spécialité. Mais rester dans la littérature, qu'est-ce que c'est ça? C'est ça ce qu'on veut dire par culture générale. Ne pas en rester aux généralités et connaître la spécificité de chacune des spécialités. C'est ça ce qu'on veut dire par faire une bonne recherche documentaire. Oui, c'est ça. Avoir une bonne documentation. Je pourrais aller même encore plus loin. Beaucoup d'étudiants de master, parfois ils me le disent, ils sont bons, par exemple, en langue, à l'oral, à l'écrit, etc. Ils pensent que c'est déjà suffisant pour pouvoir passer un concours de doctorat et ce n'est pas ça non plus. Donc, il faut être aussi avoir une bonne culture académique dont la spécialité dans laquelle on voudrait passer le concours de doctorat. Donc, la documentation, elle vous permet d'avoir cette connaissance de votre domaine de recherche, mais elle vous permet également
parce que c'est l'objectif finalement, de répondre aux éventuelles questions des épreuves de doctorat de façon assez objective. Parce que le jour J, on ne va pas vous demander votre avis, mais on va vous demander, on le dira tout à l'heure avec plus de précision, d'analyser, de développer, de commenter, et vous allez devoir le faire de façon objective. Il s'agira en fait de faire une synthèse avec un regard critique des différentes lectures que vous aurez justement fait pendant cette étape de préparation. Et là aussi, on revient aussi à l'idée de la diapositive d'avant, la notion du promoteur de l'université, la culture. Quand est-ce qu'on passe de la culture générale à la connaissance académique? C'est quand on sait qui va être concepteur, quelle université va concevoir ce sujet, c'est-à-dire quelles sont les orientations scientifiques. Et quand on parle d'orientation scientifique, nous ne sommes plus dans la culture générale. La culture générale, on sait bien que tous les étudiants d'Algérie connaissent la notion didactique, une notion didactique. Mais quelle spécificité de l'université, comment se documenter pour connaître cette spécificité de l'université, c'est ça ce qu'on veut dire par la documentation, la bonne documentation. Voilà. Alors, la documentation, c'est beaucoup j'ai envie d'appeler ça critères. D'abord, il faudrait la rechercher, cette documentation, parce que vous ne l'avez peut-être pas en votre possession. Ce qui se passe actuellement, c'est qu'à l'époque, quand on avait ouvert les 2 formations doctorales de M. Robert et de moi en 2015, en fait, les formations doctorales étaient thématiques. Donc, c'était des formations en didactique, là, en sociodidactique. M. Robert, à l'époque, avait fait une formation, avait lancé une formation en transécriture. Donc, c'était trop précis. Maintenant, les formations doctorales s'inscrivent dans la filière langue française. Et du coup, si vous avez fait un master en langue et culture, rien ne vous empêche, ce que je ne vous conseille pas forcément, de postuler pour le concours en sciences du langage. Voilà. Donc, vous pouvez ne pas avoir suffisamment de documents dans une spécialité pour laquelle vous n'avez pas fait d'études en master. Donc, il faudrait rechercher. Mais même si vous êtes dans la même spécialité, peut-être que vous n'avez pas suffisamment de documents. Donc, il faudrait les rechercher. Sauf que dans ce cas, ce qu'il faudrait savoir, c'est qu'il y a un handicap qui commence dès la conception des doctorats. C'est que la nouvelle réglementation fait qu'on s'inscrit dans un doctorat, dans une orientation ou dans une spécialité, ou bien celle de la didactique des langues étrangères, ou bien sciences du langage, ou bien sciences des textes littéraires. Et malheureusement, pour les masters en Algérie, on n'a pas que 3 masters didactiques des langues étrangères, sciences des textes littéraires et sciences du langage. On a d'autres masters qui ne correspondent pas, mais pas du tout, aux 3 offres. Donc, on a par exemple langue et communication. Alors, langue et communication, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va faire sciences des textes littéraires? Est-ce qu'il va faire didactique ou bien sciences des textes littéraires? Donc, il doit s'adapter. Celui qui a fait de la communication en langue et communication devra s'adapter obligatoirement à une des 3 spécialités de doctorat. Et dans ce cas, il doit se documenter. C'est pour cela que je vous assure que si vous voulez faire une bonne préparation pour un doctorat, il faudrait commencer la préparation en début de master. Et vous vous dites, moi, je fais un master en langue et communication, mais je vais me spécialiser en doctorat en didactique ou en sciences du langage ou en sciences des textes littéraires. C'est ça la nouvelle difficulté par rapport au master proposé. Voilà, j'apprends d'ailleurs une chose. Moi, comme je n'assure pas de cours forcément pour les étudiants de langue et communication et c'est quoi le deuxième master? Langue et culture. Langue et culture, il y a littérature et civilisation aussi. Littérature et civilisation, c'est de la civilisation. On ne fait que de la civilisation en master, mais on se retrouve dans un doctorat de sciences des textes littéraires. Donc, je disais que finalement, si on n'a pas les documents, il faudrait les rechercher, il faudrait attendre de les recevoir, etc. Donc, c'est un processus. C'est pour ça, depuis tout à l'heure, on insiste sur le fait de devoir se préparer en amont, de devoir se préparer à l'avance, de prendre tout son temps pour ne pas se trouver pris par le temps avant le concours de doctorat. Excuse-moi, mais cela n'élimine en aucun cas
les gens qui commencent à se préparer à la fin du pas master. du tout. Ils auront plus de stress, plus d'efforts à faire, c'est tout. Et quand on a excuse-moi, quand on veut avoir ce doctorat, on fait tous les efforts. C'est-à-dire, vous avez le temps entre juin, juillet et octobre. C'est la période entre les deux, entre le passage du master et les concours de doctorat. Durant cette période, vous allez devoir travailler avec effort, beaucoup d'efforts. Donc, je disais, la recherche documentaire, donc il faudrait les rechercher, il faudrait les recevoir, il faudrait s'assurer de leur qualité. Peut-être qu'on passe très vite là-dessus. Parce que je sais que aussi, finalement, en Master 1, mais peut-être depuis la licence, on fait des cours de méthodologie et entre autres des cours sur la recherche documentaire, etc. Peut-être que les étudiants savent ça. Donc, il faudrait savoir, je crois qu'un des points sur lesquels il faudrait peut-être s'arrêter, c'est la diversité des sources. Donc, il faudrait savoir quoi chercher. Parfois, les étudiants me disent, mais madame, est-ce qu'on doit lire juste des articles ou il faudrait opter pour des ouvrages, lire des choses sur Internet? Tout est bon quand c'est de qualité. Et de qualité scientifique, je veux dire. Donc, les ouvrages, c'est peut-être quand on n'a pas suffisamment de temps, c'est juste une question d'organisation en même temps. Moi, je conseille souvent aux étudiants que je prépare pour le concours ou pour les étudiants que je dirige en master et qui voudraient continuer et passer le concours, je leur propose, parfois les ouvrages sont incontournables, d'essayer de voir un peu la table des matières, de lire en diagonale, de voir les parties des ouvrages qui les intéressent le plus, de voir aussi, la bibliographie est aussi une partie très importante dans un ouvrage parce qu'elle peut vous faire des propositions de lecture que vous n'aurez pas prévues lors de la recherche documentaire. Une autre question que les étudiants posent, c'est où chercher justement. Alors, je crois que c'est une question à laquelle on a, en tout cas moi personnellement, je n'arrête pas de dire aux étudiants, il faudrait, ça aussi on doit préparer nos étudiants, je crois qu'on ne fait pas suffisamment le travail au cours de méthodologie, mais il faudrait montrer aussi aux étudiants où chercher. Alors, en plus de la documentation version papier qu'ils pourraient trouver dans les bibliothèques, nos étudiants devraient savoir aussi qu'il y a énormément de documents très fiables, très importants, sur le net, donc facilement téléchargeable, gratuitement. Je suis étonnée de savoir, par exemple, que mes étudiants de Master 2, quand ils commencent à préparer leur mémoire, ne savent pas qu'il y a des revues, genre Synergie par exemple, et qu'il n'y a pas que Synergie Algérie, il y a beaucoup de synergies dans le monde, que c'est gratuit pour les télécharger, qu'il y a énormément d'articles, chaque revue Synergie est au moins à son 10e numéro, qu'il y a des revues de laboratoire, comme l'IDIL de l'IDILM de Grenoble, où il y a beaucoup de numéros, des articles dans leur intégralité, etc. Et j'en passe. Tout ça, les étudiants ne le savent pas et c'est malheureux. Ils ne savent pas, par exemple, qu'il y a des sites, des archives. Quand je pense aux sites, par exemple, je suis étonnée de voir que tout ce qui a été fait, par exemple, pour ne parler que des deux sites qui ont un peu, je dirais, marqué la formation doctorale en Algérie, EDAF et la FEF, et sur lesquels on a pratiquement la majorité des travaux en magistère et en doctorat qui ont été soutenus en Algérie et qui portent justement sur le contexte en Algérie. Moi, je suis un peu déçue de voir que les étudiants ne le savent pas. Ils l'ignorent complètement. Voilà. Alors, mais avant cela, il faudrait rappeler à notre auditoire que ce soit méthodologie de la recherche, que ce soit recherche documentaire, c'est des formations qui sont faites dans les universités, dans les licences. La licence, je sais que de la première année jusqu'à la quatrième année, ils ont méthodologie de la recherche. Et en master, je sais que tous les masters comptent une matière recherche documentaire. Donc, vous avez normalement appris à faire de la recherche documentaire. Vous savez vous documenter. Vous savez où aller et où ne pas aller. Vous le savez, certainement que vous savez que Wikipédia n'est pas une référence scientifique. Automatiquement, vous savez que les sites universitaires sont des références. Vous savez que Google Scholar est une référence. Vous savez que Google Book, vous pouvez y retrouver toute votre documentation. Vous savez que les sites personnels, les pages Facebook ne sont pas des références. Donc, automatiquement,
comment faire sa propre accumulation de références, faire sa propre recherche documentaire, normalement, vous devriez savoir le faire. C'est-à-dire, ce n'est pas quelque chose qui commence avec la fin du master et en préparant le concours de doctorat. Donc, tout ce processus de recherche documentaire, normalement, quelqu'un qui voudrait être doctorant devrait connaître ce processus. Voilà. Alors, un dernier point par rapport à cette question de documentation, c'est aussi un conseil que nous voudrions donner aux futurs candidats au concours de doctorat, c'est de diversifier justement les sources, de ne pas avoir, j'ai envie de dire, une tendance partielle. Ça, c'est très, très mauvais que de lire justement un seul auteur, une seule approche, éviter d'être focalisé sur un nombre limité de références, etc. Donc, avoir quand même un esprit beaucoup plus ouvert à tout ça, tout en étant convaincu qu'il est très difficile aussi de viser l'exhaustivité. Donc, il faudrait aussi savoir s'arrêter et commencer à faire sa synthèse avec un regard suffisamment critique. Et on revient toujours à l'idée du promoteur du doctorat pour éviter de se perdre dans l'accumulation de documents ou le nombre de documents qui existent sur le net ou dans les bibliothèques. Il faudrait voir l'université et le promoteur s'intéressent à quoi, quelles sont ses orientations, quels sont ses articles, qu'est-ce qu'il a écrit, quelles sont ses influences. Par exemple, si vous trouvez que l'influence de tel grand chercheur se retrouve dans cette université, intéressez-vous à cette influence. Lisez les travaux qui émanent de cette personne, si vous voulez. Voilà. Donc, je disais qu'il ne faut pas rester focalisé justement sur une question, sur un thème, sur un chercheur, que vous devez réfléchir surtout, ce que j'appelais dans un petit moment ouverture d'esprit. Il faudrait réfléchir par analogie. Ça, c'est très, très important parce que ce travail d'analogie qui est personnel, il peut aussi apparaître au fil des lectures. Donc, si vous faites des lectures, je dirais réfléchies, si vous êtes attentif pendant vos lectures, je crois que le travail se ferait de façon automatique. Voilà, je crois qu'on va arriver à aujourd'hui. Donc, il y a les épreuves. Il y a les deux. Il y a les deux épreuves. Donc, il y a une épreuve. Moi, je pensais d'ailleurs, et pourtant, je participe chaque année au concours de doctorat. Et hier, je discutais avec M. Robéry. Donc, c'est finalement l'épreuve de méthodologie qu'on passe en premier et une épreuve de spécialité juste après. En tout cas, vous avez deux épreuves, une de méthodologie. Une de méthodologie qui pourrait porter, par exemple, sur le protocole de la recherche. Donc, ça pourrait porter, on part un peu d'exemples de sujets que nous avons conçus, auxquels nous avons participé pour la correction. Donc, ça peut porter sur la posture épistémologique, sur la méthodologie en général, sur la question de la problématique. Moi, j'ai vu beaucoup de sujets de doctorat de méthodologie qui portent sur la question de la problématique parmi les étapes de la rédaction. Ça peut porter sur le contexte et son importance dans la recherche, sur la question du terrain, sur les méthodes de recueil sur le traitement des données. Donc, tout ça, c'est des exemples sur lesquels pourrait porter l'épreuve de méthodologie. Alors, ce qu'il faudrait savoir, c'est que quand on a un historique du déroulement des doctorats, quand on a assez de background, si vous voulez, on sait ce que va être l'épreuve de méthodologie. Alors, ce qu'il faudrait savoir, c'est qu'avant que ça soit l'épreuve de méthodologie qui ne date pas depuis longtemps, ça fait peut-être 2 ans qu'on est passé à l'épreuve de méthodologie. Avant, c'était l'épreuve de culture générale. Alors, il faudrait savoir que les concepteurs qui faisaient culture générale, c'est toujours eux qui sont passés à l'épreuve de méthodologie. Mais néanmoins, ils ont toujours cet esprit de culture générale. Donc, sachez-le que dans la question que vous allez avoir en méthodologie, ça va être un peu de méthodologie, mais beaucoup de culture générale. Ça va être un mix entre les deux, si vous voulez, parce qu'on est toujours dans l'esprit de culture générale. Alors, et là… Ça dépend. Parfois, c'est vraiment une question de méthodologie. Alors, par exemple, on va vous parler de
méthodologie de la recherche et utilisation des ressources sur Internet. Possible. Par exemple, le plagiat. On va vous parler du plagiat. On va vous demander de parler du plagiat, de donner votre avis. Et là, on n'est pas dans la méthodologie de recherche, on est plus dans la culture générale que dans la méthodologie de recherche, mais c'est un mix entre les deux. Alors, en termes de méthodologie de la recherche aussi, voilà, comme disait madame, c'est la problématique, ça pourrait être les techniques de recherche sur Internet, ça pourrait être aussi l'utilisation des bibliothèques, le montage d'un doctorat, comment les différentes étapes de rédaction d'un mémoire. Donc, c'est ça l'épreuve de méthodologie de la recherche et généralement, c'est elle qui est programmée en début. C'est elle, c'est à 13 h, je crois. C'est à 13 h qu'on commence l'épreuve de méthodologie pour qu'ensuite, après, on passe à l'épreuve de spécialité. Oui. Alors, on parlera peut-être dans les détails dans un petit moment sur comment se déroulent justement les épreuves, les consignes. Je crois que c'est juste la diapo qui suit. Voilà. Donc, une des questions aussi que les étudiants posent, c'est la question de… La consigne. Voilà, c'est le contenu justement de l'épreuve. En quoi va consister cette épreuve de spécialité ou cette épreuve de méthodologie. On ne va pas trop s'étaler parce qu'on a vu aussi que là-dessus, beaucoup de collègues ont dit des choses très intéressantes. Je voudrais juste savoir qu'en général, ce qu'on pourrait proposer le jour de l'examen, c'est soit une citation qu'on va devoir développer, commenter, analyser, discuter, etc. On pourrait aussi proposer un petit texte, un passage qu'on aurait pris de quelque part et on va demander aux candidats de le commenter en donnant par exemple des illustrations ou des exemples personnels ou tirés du contexte qui est le leur, etc. Ça pourrait aussi, rarement on a vu ça, une question directe. Moi, j'en ai vu lors de l'épreuve de méthodologie. Parfois, on pose une question carrément directe où on demande, par exemple, aux étudiants de développer l'idée telle. Alors, pourquoi il n'y a pas de question directe aussi? Parce que le concepteur du sujet ne sait pas, surtout il ne sait pas quelle a été la formation master des candidats qu'il a en face de lui. Donc, automatiquement, il ne peut pas leur poser une question directe. On ne peut poser de questions directes qu'à ses propres étudiants à qui on a fait des enseignements. Alors, on revient, je ne sais pas si c'est le moment d'en parler, de cette notion de développer, commenter, analyser. On peut en parler maintenant? Avant, on va leur dire. Ça, on continue après. Voilà. Donc, voilà, je crois qu'on arrive maintenant au vif du sujet, même si tout ce qui a été dit avant pourrait intéresser les candidats. C'est, voilà, j'ai maintenant mon sujet en face de moi, je dois répondre. Alors, la question légitime à ce niveau-là, c'est comment justement répondre pour avoir une bonne note. Là, on n'a pas vraiment de réponse toute faite pour tous les candidats, pour toutes les épreuves, pour tous les concours dans toutes les spécialités. Du coup, on a essayé un peu de voir ce qui s'est passé dans les années précédentes, qu'est-ce qui nous a le plus interpellé lors de la conception, lors de la correction surtout des copies, et on a essayé de synthétiser tout ça sous forme de points à éviter et d'autres justement à mettre en exergue, à valoriser. Alors, il faudrait déjà savoir qu'au départ de toute rédaction scientifique, épreuve lors d'un concours de doctorat ou autre, donc toute rédaction d'un écrit scientifique, il y a des choses qu'il faudrait éviter. Il faudrait éviter parce que c'est pénalisant. Ça peut vous pénaliser et vous sanctionner. Alors, il faut absolument, par exemple, éviter de sombrer dans ce que beaucoup appellent le chaos originel. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire le fait de sombrer dans ce qu'on pourrait appeler l'emphase obscurcissante. Il faut éviter de… Ça, je l'ai remarqué et parfois, ça me désole quand je lis ça dans les copies des étudiants, de s'exprimer de manière pompeuse. Monsieur Robert, hier, il me disait la même chose. Et pourtant, il est d'une spécialité autre que la mienne. Je suis en didactique. Il est… en sciences de texte littéraire où le style littéraire est, si vous voulez, demandé. Mis en valeur. Il est mis en valeur, mais le style pompeux, non. Voilà.
parce que parfois, c'est tellement pompeux que c'est justement inintelligible. Et quand on met en avant ce style, ce type d'expression, enfin de rédaction, on se perd soi-même et on perd justement le sens de sa réponse et du coup, son correcteur. Et on risque d'avoir une mauvaise note, même si l'idée qui est derrière la façon d'écrire que vous avez utilisée sont bonnes. Ce que je pourrais ajouter aussi, et c'est à éviter aussi, c'est d'opter pour un style, entre guillemets, très littéraire. Voilà. Non, c'est Alors, vrai. les traits littéraires, je crois que vous m'aurez compris. Très littéraire, c'est-à-dire écrire avec emphase. Essayer de trouver les mots les plus qui attirent le mieux l'attention. C'est pas ça. Ça reste néanmoins un écrit scientifique. La réponse à une question reste dans un esprit scientifique, argumentatif. On n'est pas là pour raconter une histoire. On n'est pas là pour se mettre en avant. Et c'est ça ce qu'il ne faudrait pas faire, même si on est en sciences des textes littéraires, même quelle que soit la spécialité, on n'est pas là pour se raconter, ni de montrer son savoir. C'est surtout ça. Voilà. C'est ce qu'il disait. C'est encore peut-être plus prononcé quand il s'agit de certaines spécialités, comme didactique et sciences du langage. Je ne vais pas m'aventurer à parler des sciences des textes littéraires, mais je crois que c'est pratiquement la même chose. Je crois que le plus important, ce n'est pas de faire preuve de bonne connaissance en termes de mots, de langue, mais c'est de faire preuve justement de maîtrise de concepts. Voilà, qui sont à la base de la réflexion et de la pensée. Moi, je n'arrête pas de le dire à mes étudiants en master, mais à mes doctorants aussi quand ils commencent la rédaction de leur thèse. On ne cherche pas à faire beau, on cherche à faire preuve justement. À faire efficace aussi. Voilà, et à faire preuve de maîtrise des concepts et de notions de sa discipline. Alors, et là, ça nous renvoie aussi à l'idée de qu'est-ce qui est attendu. Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'un correcteur attend dans sa lecture de la copie? Il attend quelque chose, c'est-à-dire une réflexion. Il attend à ce que le candidat ait réfléchi à la question qui a été posée. Donc, il y a un rendu réflexif. Il y a un rendu scientifique, si vous voulez. L'autre point très important, toujours dans la rédaction de sa copie, c'est l'écriture, ce qu'on a marqué, ce qu'on a mis ici sur la diapo, c'est l'écriture illisible. Quand on a une écriture qui n'est pas lisible, qui n'est pas claire, qui n'est pas bien organisée, on a tout le temps les mauvaises notes. Surtout que ce qu'on a fait remarquer hier avec Madame Sket, c'est que sur les 150, 200 candidats, on ne prend que les 3 premiers. Les 4 premiers, je ne sais pas combien de candidats, enfin combien de postes on a pour un concours, 3, 4, mais on ne va pas prendre le 4e, on va prendre les 3 premiers. C'est-à-dire que même si le 4e a fait une très bonne copie, et c'est ça, c'est l'esprit éliminatoire du concours, on ne prend que les 3 premiers. Pourquoi? Parce qu'ils ont bien répondu à la question, ils ont eu une approche réflexive et scientifique, et en plus, ils ont bien écrit. L'écriture, elle est très, très importante. La graphie, savoir organiser sa copie. Ne pas, alors, ce que moi, je note, quelle que soit l'idée mise en avant, qu'elle soit bonne ou pas, quand je trouve qu'un étudiant dépasse la marge dans sa rédaction, je me dis que ce doctorant n'est pas organisé, cette personne n'est pas organisée, elle n'est pas faite pour une recherche doctorale. Voilà. Dernier point à éviter peut-être et qui concerne tout type de rédaction, pas forcément uniquement l'épreuve, c'est le fait de restituer. Alors, généralement, ça peut marcher. Ça peut marcher. Moi, j'ai eu des exemples comme ça. Ça peut marcher des candidats qui préparent carrément une synthèse, donc ils font des lectures, ils préparent une synthèse, ils la prennent par cœur, ils la restituent. Ça peut marcher. Mais ça ne marche pas à tous les coups. Moi, je vous déconseille justement de restituer parce que ce qui est attendu, parce que quand on restitue, ça ne répond pas forcément directement et de façon, je dirais, complète à la question posée
dans la consigne. Donc, ce qui est attendu de vous, ce n'est pas un travail de restitution, mais un travail qui est écrit, qui est un écrit scientifique réflexif. Donc, pas de restitution, pas de paraphrase non plus. Avant de passer, il faudrait parler de la gestion du temps. On en parle. On va en reparler. Voilà. Alors, on arrive maintenant à la rédaction. Spécifiquement ici, la rédaction de la réponse par rapport à l'épreuve du concours de doctorat. Là aussi, quand vous allez répondre, il faudrait faire attention. Il y a des éléments auxquels vous pouvez ne pas prêter attention, que nous avons relevés en tant que concepteurs, formateurs, mais aussi correcteurs, surtout des épreuves de doctorat, et qui pourraient vous discriminer. Alors, quels sont ces critères? Quelques-uns ont été déjà énoncés par mon collègue, c'est la qualité de la rédaction. Donc, il faut avoir un style rédactionnel qui soit, j'entends beaucoup cette remarque pendant l'épreuve, pendant le processus de correction, et ça me désole un peu. Il faudrait justement recourir à un style rédactionnel qui soit à la hauteur du diplôme que vous espérez préparer. Quand on corrige, moi j'entends cette phrase se répéter, mais franchement, celui qui écrit de cette manière, est-ce qu'il est fait pour le doctorat? Pour préparer une thèse de doctorat. Donc, il faudrait aussi s'exercer et puis savoir si on est fait ou pas pour ce type de parcours. C'est-à-dire que ce qu'on veut dire, c'est que la rédaction, quand on veut répondre à une question qui est posée dans un concours de doctorat, n'est pas une réponse pour avoir un 10 ou un 11. C'est-à-dire qu'il faudrait c'est réfléchir. À la hauteur de l'épreuve, du diplôme préparé, qu'on espère préparer. Le deuxième point, c'est la formulation ou la formalisation. Il faudrait, parfois, la réponse, elle est bonne, mais c'est la copie qui ne l'est pas. Je veux dire, l'image de la copie ne l'est pas. N'est pas ordonnée. Voilà, on ne respecte pas la consigne, le texte n'est pas suffisamment aéré, on ne veille pas à l'équilibre entre les illustrations et le contenu rédactionnel. Beaucoup d'exemples, alors qu'il n'y a pas beaucoup de texte et de contenu. Alors, et aussi, ce n'est pas une affaire c'est pas au kilomètre. Non plus, la longueur. La longueur, ce n'est pas 2 copies, tu as le plus de notes. C'est des fois des petits paragraphes, c'est 1 page, 2 pages de réponse. Et c'est eux qui ont les meilleures notes. Voilà. Ce qui pourrait les pénaliser aussi, c'est justement le recours à des ressources non fiables, mais je passe rapidement parce que ça a été dit par M. Aubéry, c'est de recourir justement à des Wikipédia, par exemple, qui pourraient, vous faites un texte très très bon, après vous me citez pour vous référer à Larousse ou le petit Robert, ça décrédibilise carrément la valeur scientifique et académique ou de aussi votre... citer des auteurs que vous ne connaissez pas et que vous croyez bien utilisés, qui en fin de compte ne correspondent pas à la spécialité. Par exemple, citer un psychanalyste en didactique des langues étrangères, c'est mauvais parce que il n'est pas utilisé à bon escient. Voilà, donc il faut trouver les citations qui correspondent à la spécialité et à la question posée. C'est-à-dire ne pas venir avec une citation apprise et essayer de l'intégrer obligatoirement. Oui. Ce qui pourrait vous pénaliser également, c'est le fait de paraphraser la consigne. Généralement, quand on a une citation, c'est plusieurs éléments. Alors, ce que font les candidats souvent, ce que nous avons remarqué lors de processus de correction, c'est que voilà, ils définissent le premier élément, ils définissent le deuxième, le troisième, ils font une petite conclusion à la fin, ils pensent que c'est ça la réponse. Donc, en fait, il n'y a aucune valeur ajoutée, il n'y a aucune valeur qui est apportée. Et on sent que, voilà, on a essayé d'expliquer tant soit peu ce qu'on a essayé de comprendre, mais il n'y a pas vraiment une lecture critique de la consigne pour essayer d'y répondre. Ce qui serait mauvais aussi dans une copie qui pourrait vous discriminer, c'est d'essayer d'apporter, beaucoup de candidats le font malheureusement, des jugements de valeur. Genre, moi je crois, moi je pense, vous n'avez pas à quoi, vous n'avez pas à penser. Il s'agit de faire preuve de beaucoup d'objectivité, de distanciation par rapport à votre écrit, d'essayer d'argumenter avec des arguments solides, ils peuvent être solides, que via justement les lectures que vous aurez fait lors de l'étape de la préparation. Et c'est là où on peut, par exemple, citer des auteurs, des citations, etc., à bon escient, comme le disait. Alors, cela ne veut pas dire que vous n'avez pas d'avis.
à donner. Non. Votre avis, il est important en conclusion. Quand vous avez terminé votre présentation, votre explication, votre argumentation, vous avez le droit de donner votre avis en conclusion, mais pas un jugement de valeur. Il faut faire la différence entre l'avis et le jugement de valeur. Tout à fait. On arrive peut-être à l'avant-dernière partie de notre intervention. Donc, voilà, on a lu la consigne, on a compris la question, on commence maintenant la rédaction de sa réponse. Alors là aussi, on a vu qu'il y a eu énormément de travaux qui ont été faits par des collègues qui ont bien voulu justement, qui ont été généreux, qui ont partagé leurs travaux avec les étudiants. Donc, on voudrait aussi faire la même chose. Et donc, on a essayé un peu de synthétiser. La question qui revient le plus chez les candidats, ils ont peur. Ils ont peur par rapport à la question et par rapport à la façon de répondre à la question. Alors, est-ce qu'on répond de la même façon quand on nous demande d'analyser, de commenter, de développer, moi, personnellement, et j'ai posé la question aussi à M. Robert, il m'a dit, et il est du même avis que moi je n'ai pas de réponse à donner aux étudiants, donc je ne peux pas leur dire exactement parce que tout dépend de la consigne et de la question qui est posée juste après, par exemple, le petit texte, le paragraphe ou la citation. Mais je crois qu'une des façons pour aider les candidats, c'est de les rassurer et de leur dire que pour faire une bonne rédaction, il faudrait essayer de l'organiser comme le pensent beaucoup d'entre nous quand on commence la correction, que ça soit clair. Et quand c'est clair, généralement, c'est en 3 parties. C'est une règle Pour universelle. que ça soit clair, il faudrait que ça soit d'abord structuré. Structuré, voilà. Tout est une affaire de structure. Autour d'un plan cohérent et suivre un cheminement logique. Ça, c'est intelligent. Voilà, et intelligent. C'est inévitable. Et on voit, nous aussi, comme tout le monde, une rédaction en 3 étapes. Une introduction, un développement et une conclusion. Voilà, une introduction qui ne devrait pas être trop longue, une conclusion qui devrait être plus ou moins brève, et puis un développement qui est la partie la plus consistante de la rédaction. Voilà. Alors, si on doit commencer par la première étape, qui est l'introduction, on ne va pas vous dire exactement ce qu'il faut écrire, vous l'aurez deviné, parce que c'est en fonction, encore une fois, de la question qu'on vous aura posée, mais on pourra vous dire comment la structurer, elle. L'introduction. Il faudrait tout d'abord savoir que l'introduction est une partie très importante de votre rédaction. Pourquoi? C'est une partie importante parce que c'est elle, et tout le monde sera d'accord avec nous pour dire la même chose, c'est l'introduction qui va nous donner, nous les correcteurs, la première impression par rapport au produit, par rapport à ce que vous avez rédigé. Donc, vous voudrez donner inévitablement une bonne impression. Et par expérience, je sais qu'en lisant l'introduction, je sais si je vais lire avec plaisir la suite ou je sais, à travers l'introduction, si je vais me lasser à lire la suite. C'est surtout ça. Donc, et cette première impression pour un correcteur, elle est importante dans la note à donner. Combien je vais donner, c'est à travers l'introduction que je sais quelle note je vais donner après. Tout à fait. Alors là aussi, j'ai envie d'ouvrir une petite parenthèse pour dire ça, c'est mon expérience de correcteur qui me le fait dire. Faire une bonne introduction, ce n'est pas la préparer à la maison, la prendre par cœur et venir la mettre à tout prix au début de sa rédaction. Il y a une mise en contexte. Voilà, ça ne marche pas. Ça ne marche pas comme ça. Et comme disait hier M. Roberi, les correcteurs ne sont pas dupes et ils vont se rendre compte que c'est venu parachuter comme ça dans votre rédaction. Surtout avec les citations. Voilà, et qui n'a rien à voir avec le reste de la copie. Alors, il y a 4 étapes généralement dans une introduction, si vous voulez faire bien. Il faudrait d'abord accrocher votre lecteur, donc le correcteur dans ce cas. Dans cette partie, on doit accrocher, on doit montrer peut-être introduire, viser quelque chose d'important qui pourrait justement éveiller et susciter l'envie chez le lecteur de poursuivre la lecture. Ouais. Donc, c'est comme ça que vous allez accrocher, attirer l'attention et montrer que ce qui va suivre mérite de l'attention. La deuxième étape de l'introduction, c'est la mise en contexte. Ça, c'est très important dans toute rédaction scientifique. Il faudrait justement mettre en contexte sa rédaction, donc essayer de contextualiser
expliquer un peu de quoi il s'agit introduire le thème, etc., de votre réponse. Viendra après la formulation de la problématique, c'est-à-dire qu'il ne faudrait peut-être pas passer directement à la réponse sans reprendre la question. Pourquoi cette étape de formulation de la problématique? Parce que ça montre que vous avez justement compris la question qui vous a été posée dans la consigne. Donc, essayez de problématiser, de reprendre la question centrale à laquelle vous allez répondre. Quand vous faites ça, vous allez annoncer dans la dernière partie de votre introduction le plan de rédaction. C'est-à-dire quelle va être la progression ou la structure de votre réponse. Voilà, qu'est-ce qu'il va y avoir dans la problématique, dans le développement, pardon. Ça, généralement, on ne le voit pas. Moi, je vois rarement des copies de candidats au concours de doctorat qui font l'annonce du plan de leur rédaction. C'est pour cela que nous, correcteurs, quand on trouve un étudiant, enfin un candidat qui utilise cette annonce du plan, on a envie de lire la suite. Ça nous facilite aussi et de voir vraiment est-ce qu'il a respecté ce plan dans son développement ou pas. Voilà. Dans ce plan, on doit annoncer justement les principales parties de son écrit, les grandes parties sur lesquelles on va s'arrêter. Et puis, il faudrait veiller à ce qu'il soit justement équilibré, logique. Donc, il faudrait qu'on voit aussi qu'il y a une sorte d'imbrication des différentes parties les unes par rapport aux autres. Il doit aussi être formulé clairement. Pourquoi clairement? Parce qu'en fait, c'est cette annonce qui va faciliter au correcteur la lecture de votre écrit et surtout le cheminement de votre logique dans la réponse que vous proposez par rapport à la question. Le développement. Voilà. Par rapport au développement, je ne sais pas ce qu'on pourrait dire avant d'énoncer les différentes étapes, c'est que c'est aussi une partie importante. C'est d'ailleurs la partie la plus consistante la plus argumentée aussi. Voilà, de l'écrit, la plus longue en tout cas. Ouais. C'est peut-être plusieurs paragraphes. Tous les candidats, docteur Inch'Allah, pensent que c'est en fait la partie la plus difficile. Moi, je ne suis pas toujours de cet avis. C'est peut-être pas aussi difficile que ça. Quand on a bien lu la consigne, quand on a bien compris la question, quand on a fait une analyse. Quand on a fait un plan. Quand on a fait un plan, le développement devient quoi? Devient la mise en mots de ces idées. De chaque idée, un paragraphe, idée, paragraphe. Et il y a une structure, voilà, une progression. C'est une mise en mots des idées, c'est une mise en mots de la lecture analytique que le candidat aura fait de la question. Alors, toujours avec l'esprit ou l'idée de faciliter la lecture au correcteur. Oui. Ne pas embrouiller le correcteur. Et pour cela, il y a aussi là, on ne va pas pouvoir vous dire exactement non plus ce qu'il faudrait écrire, mais il y a des choses qu'il faudrait absolument éviter. Alors, il faudrait par exemple ne pas s'écarter de son plan énoncé. Si vous avez énoncé un plan au début, dans votre introduction, il faudrait le respecter pour ne pas faire un hors-sujet, pour éviter les dégressions, ça vaut pire. Il faudrait commencer par exemple chaque partie par une idée directrice que vous aurez écrite dans votre plan. Bon, la règle, c'est généralement une idée, un paragraphe, etc., pour que ça soit clair et qu'on pourrait suivre. Il faudrait utiliser, par exemple, chaque paragraphe pour lier des connecteurs, l'objet ou de transition, de lien, voilà, de lien entre les grandes parties pour qu'on puisse voir la progression, la cohérence, la cohésion, etc. Et aussi éviter de dire, enfin, pour revenir à l'idée des jugements de valeur, d'utiliser le trop de jeu dans votre réponse, donc prendre de la distance par rapport à son écrit et faire preuve, d'analyse objective en faisant votre commentaire de la citation, par exemple. Voilà, vous avez votre introduction, vous avez rédigé votre développement. On aura peut-être oublié de vous dire qu'il faudrait utiliser le brouillon pour faire tout ça. Oui. Voilà, rédiger directement au propre, mais il faudrait aussi savoir gérer le temps. Surtout que vous n'avez pas beaucoup de temps, vous n'avez que 2 heures. Et ne pensez pas que le jour J, on va vous autoriser à mettre votre brouillon au milieu de la copie. Ce n'est pas possible. C'est pour cela qu'il faudrait éviter de trop charger votre copie.
aussi. C'est-à-dire éviter de dépasser une double feuille. Voilà. Plus vous faites, plus vous faites, vous perdez la structure de votre travail. Voilà. On arrive à la dernière partie qui est la conclusion et qui est également une partie fondamentale de votre rédaction. Tout simplement, vous l'aurez deviné, ça va donner la dernière impression au correcteur. Donc, voilà. Ça m'arrive, moi, souvent. Il faudrait savoir mettre dans la tête que quand on corrige des centaines de copies. On veille le soir, très fatigué. Moi, il m'arrive souvent de lire la copie et quand je dois donner la note, je me dis, j'arrive pas à noter parce que je ne sais plus ce que j'ai lu. Voilà. Donc, généralement, ça arrive aussi. C'est la dernière impression qui nous influence le plus. Donc, ça a un impact certain sur la note qui vous sera attribuée. Donc, il faut laisser une bonne impression à la fin. Donc, dans votre conclusion. La conclusion, c'est des étapes, mais en tout cas, c'est un cheminement que vous devez respecter pour faire une conclusion qui ne devrait pas non plus être trop longue. Il ne faudrait pas que ça dépasse le paragraphe, le petit paragraphe, où vous devez, dans un premier temps, peut-être synthétiser les principaux points abordés dans votre réponse. Comme ça, vous aurez rappelé à votre correcteur ce que vous avez écrit dans le développement. Il faudrait indiquer, ça c'est M. Robert qui a fait cette remarque hier, qu'on pourrait aussi être toucher du doigt les limites de sa réponse, montrer que si on se réfère par exemple à d'autres types de recherche, de lecture, etc., on pourrait apporter d'autres éléments de réponse à la question. Ça pourrait montrer un peu aussi votre capacité à faire de la recherche. Voilà, et puis une certaine modestie par rapport à sa réponse et par rapport à ce qui pourrait être aussi donné comme élément de réponse. On pourrait aussi s'ouvrir à d'autres recherches, comme on le fait dans tous les écrits scientifiques, une petite perspective que vous ne saurez peut-être pas développer le jour J, mais qui vous paraît intéressante. Ça aussi, c'est une petite astuce, voilà, qui pourrait montrer que vous êtes dans votre décision abordée. Alors, pour revenir aussi à la gestion du temps, ce qui est remarqué quand on a beaucoup corrigé de doctorat, c'est que la plupart du temps, quand ils gèrent mal leur temps, ils se retrouvent à devoir la conclusion à 5 minutes de la fin du temps. Oui. Donc, automatiquement, la plupart du temps, ils laissent tomber. C'est-à-dire, ils écrivent une introduction trop longue et ils n'ont plus le temps de faire la conclusion. Et ça, c'est très mauvais parce qu'un travail qui n'est pas conclu, où il n'y a pas de synthèse, où il n'y a pas de rappel, où il n'y a pas d'ouverture du sujet, c'est un travail qui reste incomplet. Automatiquement, il faudrait savoir, c'est ça ce qu'on n'arrête pas de dire, tout est une affaire de stratégie. Stratégie de gestion aussi, et ça c'est important, la gestion du temps. Quand vous avez 2 heures, il faudrait que, je ne sais pas, une demi-heure pour l'introduction, 1 heure pour le développement et une autre demi-heure pour la conclusion. Et il ne faut pas la laisser tomber, la conclusion, parce qu'elle est, si vous voulez, primordiale, non pas uniquement par rapport à votre réponse, mais primordiale par rapport à votre classement dans la note. Et on en a parlé plusieurs fois et on a vu que vous avez un 12, vous êtes recalé, et vous avez un 12,80, vous êtes accepté. Donc, automatiquement, si vous voulez, ça peut se jouer sur une conclusion qui est mal écrite ou mal faite ou qui n'est pas faite du tout, ou qui ne figure pas du tout sur la copie. Ouais. Voilà. En tout cas, chose est sûre, la conclusion devrait être relativement courte parce que c'est aussi un exercice pour faire preuve de synthèse. Il faudrait savoir synthétiser un peu ce que vous avez dit dans votre conclusion et s'ouvrir peut-être à autre chose. Et puisqu'on parle de la gestion du temps, on ne pourra pas oublier de vous rappeler qu'avant justement de rendre sa copie, il faudrait s'accorder au moins, moi j'irai jusqu'à 10 minutes pour la relecture minutieuse. Et ça entre aussi dans la gestion du temps. Hein. Donc, il faudrait aussi se dire, il me faut quand même 10 minutes à la fin pour relire ma copie. Voilà. Pour enlever les S rajoutés, les T oubliés, c'est les petites erreurs, les petites fautes
d'orthographe et de style qui font qu'on vous donne une mauvaise note. Exactement. Et c'est très important. Un étudiant, même quelle que soit sa compétence scientifique, s'il oublie un S ou il rajoute un T ou il enlève un C ou je ne sais pas quoi, il est sanctionné. Et c'est ça qui va faire la différence entre lui et quelqu'un d'autre. Voilà. Donc, il faudrait la relire minutieusement sur le plan du contenu, mais de la forme aussi. Voilà, on parle des fautes d'orthographe, très pénalisantes lors de la correction, mais on aurait pu, bon, lors de la relecture, vous pouvez vous rendre compte que vous avez utilisé le mauvais connecteur logique, par exemple. Donc, le remplacer à la dernière minute, ça vous évite d'être frustré en sortant et de dire « Ah, j'aurais dû ajouter ça ou j'aurais dû mettre ça à la place que j'avais mis, etc. » Voilà. Alors, c'est fait. Vous avez rendu votre copie. Copie est chez le correcteur. Voilà, donc vous épargne les détails du codage et du décodage que je ne maîtrise pas, ce n'est pas mon travail, mais la copie va arriver chez nous. À un premier correcteur. Voilà. Je crois qu'il faudrait leur expliquer un peu que la procédure de correction, c'est quand même… La correction, c'est quoi? C'est d'abord un codage, c'est-à-dire on enlève votre nom et on met à la place un numéro. Alors, cette copie plutôt, passe par un premier correcteur qui donne sa note. Ensuite, cette copie, elle est donnée à un deuxième correcteur sans que la note donnée par le premier. Il va donner sa note, sa correction. C'est-à-dire, on termine les premières corrections et on passe à la deuxième correction. Le correcteur numéro 1 ne peut pas recevoir la même copie qu'il a corrigée 2 fois. Donc, elle passe à un autre correcteur qui ne connaît pas le premier correcteur, donc sa note. Si on remarque qu'il y a une différence de 3 points entre la première et la deuxième correction, cette copie passe vers un troisième correcteur. Et automatiquement, qu'est-ce qu'on fait? On donne la moyenne entre la première et la troisième correction. Une moyenne entre les deux qui va être celle donnée à l'étude. Voilà. Donc, tout ça pour rassurer les futurs candidats ou les candidats que votre copie n'est pas corrigée par une seule personne. Elle est corrigée par 2 et des fois 3 personnes. Ça devrait les rassurer. Voilà. Alors, la dernière étape sur laquelle on voudrait s'arrêter un petit moment, enfin 5 minutes suffirait pour dire les critères, c'est on a essayé de réfléchir en fonction de notre expérience, encore une fois, aux critères de ce travail de correction que font les enseignants. Alors finalement, les correcteurs, ils ne font pas partie uniquement de l'université qui organise le concours, mais on fait appel aussi à des collègues d'autres universités. Voilà. Alors, il y a des critères sur lesquels il pourrait y avoir, donc la liste n'est pas exhaustive, mais c'est les principaux critères que les correcteurs, justement, prennent en considération avant de noter une copie. Alors, ce qu'on disait à un moment, c'est que le correcteur n'est pas dupe. Pourquoi? Parce que le correcteur a assez d'expérience de correction. Et c'est des enseignants qui sont expérimentés. On ne fait pas appel à des jeunes enseignants pour corriger un concours de doctorat. On fait appel à des gens qui ont de l'expérience dans la correction des doctorats et qui ont une certaine expérience dans l'enseignement supérieur. Donc, il ne faut pas croire que c'est un jeune qui ne connaît rien à la correction et tout. Non, c'est quelqu'un d'expérimenté. Voilà. Alors, les critères sur lesquels on pourrait s'arrêter, justement, et qui pourraient influencer l'évaluation, c'est peut-être dans un premier temps, on voit si la réponse est cohérente ou pas. Quand ce n'est pas très cohérent, ça pourrait vous pénaliser. On fait attention aussi aux idées, directrices ou secondaires, si elles sont en articulation et en cohérence les unes avec les autres. Il faudrait éviter de faire un collage de paragraphes qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. On fait aussi attention aux mots-clés. Mots-clés de la consigne, par exemple de la citation qu'on vous a proposée ou du paragraphe que vous aurez lu avant la question, etc. Et on va essayer de voir si vous les reprenez, et si vous les reprenez surtout fidèlement et de manière visible dans votre réponse. Un autre critère auquel on pourrait prêter attention, c'est la réponse respecte ou pas le plan annoncé dans l'introduction. Donc, voilà.
si vous annoncez un plan, ça on l'a dit tout à l'heure, mais on le répète parce que c'est très important, vous annoncez un plan, il faut le respecter à la règle dans votre développement et éviter tout type de digression. La structure de votre texte, elle est claire dès sa première lecture. Ça aussi, c'est quelque chose qui pourrait poser problème. Moi, ça m'arrive souvent de lire une copie, je l'ai dit tout à l'heure, je le répète, et quand je termine la lecture, je me rends compte que finalement, je n'ai rien retenu de ce que j'aurais. Voilà. Donc, il faudrait que ça soit clair dès la première lecture. Un autre critère très, très important, c'est l'ancrage scientifique et l'approche conceptuelle. Ça aussi, on l'a dit, donc je ne fais que le répéter maintenant. Il faudrait que votre réponse soit basée sur un ancrage scientifique assez solide. Donc, ce n'est pas une question d'avis, de jugement de valeur, etc., mais quelque chose qui devrait être argumenté scientifiquement et où vous faites justement preuve de maîtrise des concepts de votre discipline. Si vous faites par exemple des exemples, s'il vous est demandé de faire appel à des illustrations ou autres, à des études de cas par exemple, il faudrait que ça soit en cohérence avec ce que vous développez comme idée. On ne donne pas un exemple juste parce qu'on est obligé de donner un exemple. Ce qu'on peut rajouter dans sa réponse, et on a oublié de le dire il y a un moment, c'est on peut schématiser. On peut utiliser les schémas. Pour faciliter la lecture du correcteur, on peut schématiser notre réponse, utiliser des graphes. Ce n'est pas interdit, au contraire, ça aide le correcteur à mieux comprendre votre progression et, par une illustration. Voilà. Ce qui pourrait aussi être un critère d'évaluation, c'est le discours scientifique. Ça aussi, je passe parce qu'on l'a expliqué tout à l'heure, donc une grande différence entre un discours et un discours scientifique. Ce qui pourrait aussi influencer le correcteur, en tout cas moi, c'est quelque chose qui pourrait m'influencer de façon très, très significative, c'est l'attitude réflexive du candidat. Voilà. Est-ce qu'il réfléchit, ce candidat, ou est-ce qu'il est en train juste de restituer ce qu'il aura appris par cœur lors de sa préparation? Voilà. La longueur et la précision du produit, c'est aussi un autre critère qui pourrait influencer votre correcteur. Alors, ce qui pourrait aider aussi le correcteur, et mettez-vous ça en tête, c'est que la correction se déroule entre 18h et, enfin 18h, c'est-à-dire 6h du soir, et des fois 2h du matin. Donc, mettez-vous en tête que ce correcteur, il est, si vous voulez, fatigué à corriger des centaines de copies. C'est pour cela qu'il faut aller directement à la réponse, à la question posée, et ne pas trop aller dans la longueur, une longueur qui va plus lasser le correcteur que l'aider à mieux vous donner une bonne note. Alors, pour conclure, ça c'est en tout cas notre devise, postuler. Il faut partir justement pour gagner. On ne postule pas pour passer le concours de doctorat. Moi, tous les candidats que je prépare, je leur dis, voilà, je vous prépare, mais il faudrait vous mettre dans l'esprit que si vous voulez passer le concours de doctorat, il faudrait être convaincu que vous allez le gagner. Bon, ceci dit, si on ne gagne pas, ce n'est pas un échec. Il ne faudrait pas être non plus envahi par un sentiment d'échec, parce que ce n'est pas justement un échec, c'est une question de classement uniquement. Parfois, la différence n'est pas très perceptible. L'année de l'obtention du master n'est pas prise en compte, si vous voulez. En plus, donc, la deuxième ça peut être la deuxième, troisième, quatrième année. Voilà, serait peut-être de persévérer, de encore persévérer et de retenter sa chance jusqu'à atteindre son objectif. Voilà, on aura tout dit. Merci, prof Belsekete et prof Roubaï. Merci pour ces éclaircissements qui serviront certainement aussi bien les candidats qui s'apprêtent à passer les concours, tout comme les étudiants en master. Bon, là, je me tourne donc maintenant vers l'auditoire, dont je fais partie, bien sûr. Si quelqu'un aurait une question quelconque, qu'il l'écrive en discussion. Ou bien, vous pouvez également interagir avec nos intervenants en levant la main. Personnellement, je trouve que le sujet a été abordé de fond en comble. Toutefois, il y a une question ici que je tiens à vous faire parvenir. Elle émane de Madame Fouzia Amarouche. Bon, elle dit « Bonjour, madame ». Non, elle dit
Est-ce que vous cautionnez le fait, est-ce que vous cautionnez le fait que la préparation des étudiants de master au concours soit prise en charge par des enseignants au sein des universités et des fois en dehors de l'université? Bon, merci pour cette Fouzia. question. C'est Fouzia. Bon, bonjour Fouzia déjà. J'espère te revoir bientôt ici à Mostaganem ou ailleurs. Voilà, c'est toujours un plaisir de te voir, cher ami. Est-ce qu'on cautionne ou pas? Encore une fois, ça n'engage en tout cas que moi. Je n'ai même pas engagé Robert avec moi dans cette réponse. Moi, je le fais. Moi, je prépare mes étudiants d'ailleurs, je conseille vivement aux étudiants qui voudraient passer le concours de doctorat d'entrer en contact, enfin, surtout pour ceux, parce que parfois, on vient de terminer ses études, donc d'avoir son master, et parfois, on a déjà quitté l'université depuis des années. Donc, je conseille vivement aux étudiants justement de revenir à l'université, d'entrer en contact avec des enseignants, surtout avec qui on s'entendait peut-être, avec son ancien directeur en master. Moi, je le fais souvent, c'est-à-dire quand les étudiants me contactent, parfois ils m'envoient un email, voilà, je suis en train de préparer un concours de doctorat dans telle ou telle autre université et je suis un peu perdue, je ne sais pas comment me préparer. Je vous avoue que je le fais avec beaucoup de plaisir. Parfois, c'est des étudiants que je connais, parfois, c'est des étudiants que je ne connais pas du tout, qui viennent d'autres universités. Et donc, je les aide surtout par rapport à la phase de préparation, donc par rapport à la phase de documentation. Donc, je me renseigne un peu sur ce qui se fait. Voilà, donc je peux envoyer par exemple des documents si je les ai en ma possession. Je les fais souvent, donc j'ai envoyé des articles, des parties de thèse que j'aurais dirigées ou expertisées. Je les oriente dans les lectures. Parfois, ils font des synthèses, ils me les envoient, je peux corriger, je peux orienter. Donc, parfois, je les vois même à l'université quand c'est mes étudiants, donc on travaille ensemble. Et je suis d'ailleurs même contente de dire que j'ai, dans ma carrière, préparé beaucoup de candidats qui ont eu le concours et j'ai même préparé des candidats qui sont déjà docteurs. Et j'en suis fière. Donc, je ne sais pas s'il y a du mal à le faire. Enfin, je ne sais pas si la question elle est naïve ou pas. Voilà, connaissant Fouzia, c'est peut-être pas aussi naïf que ça. Mais honnête comme je suis, moi, je le fais avec plaisir et j'assume. Voilà. Oui, une autre question, si vous permettez. Alors, si elle n'est pas naïve, la question, par contre, non, c'est la mienne. Peut-être attirer l'attention au fait que quand on prépare les candidats, il ne faudrait pas non plus tricher. Parce que moi, par exemple, je le dis avec beaucoup de modestie, je peux deviner, je crois que c'est peut-être un peu dans ce sens que vous y voudrez, ou peut-être pas. Moi, je suis consciente que je peux, par exemple, deviner le type de sujet qui sera posé lors de l'épreuve. Il ne faudrait pas tricher. Voilà, c'est un peu ça. Je crois qu'il y a l'éthique, il y a tout ça qui est un peu… C'est pour ça, moi, je le dis à haute voix. Je sais comment je suis, je sais comment je prépare mes étudiants. Je suis fière de le faire et je continuerai à… C'est-à-dire tout étudiant qui aura besoin de moi, je serai là pour l'orienter. Voilà. Une autre question, si vous permettez. Il y a, bon, c'est la mienne, il y a certains étudiants qui ont des problèmes à retenir les citations par cœur. Mais en revanche, ils ont une bonne compréhension du sujet qu'ils veulent développer. Suffit-il, dans ce cas-là, de miser essentiellement sur ces compétences linguistiques et rédactionnelles pour élaborer une dissertation qui cartonne? C'est clair, c'est pas nécessaire d'avoir une citation en tête. Il suffit des fois rien que de dire que selon tel auteur ou selon telle personne ou selon tel chercheur, voilà l'idée qui est mise en avant. C'est-à-dire le plus important, ce n'est pas la citation, même si la citation elle est mal dite ou mal reprise, c'est-à-dire que ça n'enlève en rien. C'est l'approche qui est recherchée, c'est pas la citation. On ne cherche pas à ce qu'il y ait des citations. La citation n'est pas une référence, si vous voulez. C'est pas très important. Oui, pour un correcteur. Oui. Je suis du même avis. Peut-être qu'il vaut mieux ne pas apprendre par cœur beaucoup de citations parce que de toutes les manières, on risque de les oublier le jour J. Donc, autant
lire et comprendre. Il y a des questions qu'on devrait d'ailleurs se poser, on a peut-être oublié de le dire tout à l'heure dans notre présentation. Quand je lis pas comme ça, mais je lis tout en me posant un tas de questions. Pourquoi je lis ça? Pourquoi l'auteur écrit et dans quel contexte? À quoi ça pourrait me servir? Dans quel contexte je pourrais utiliser telle lecture ou telle autre lecture? Maintenant, si je ne me rappelle pas trop la citation, je peux paraphraser, reformuler, mais montrer que c'est selon cette approche ou selon cet auteur. Si je m'en rappelle pas, je dirais suite à des lectures, mais je crois que apprendre par cœur des citations et vouloir à tout prix les mettre, autant ne pas mettre si on ne se rappelle pas exactement de la citation. Voilà. La même chose, bon, on parle de la citation qu'il ne faudrait pas mettre si on n'est pas très sûr de cette citation. Il ne faudrait pas, et ça c'est une remarque que j'ai faite plusieurs fois dans les copies d'étudiants, de candidats, c'est que quand ils ne savent pas écrire les noms des chercheurs, quand ils ne savent pas écrire les noms des grands noms des chercheurs et ils les écrivent très mal. Là, on commence à trouver ça, si vous voulez, on se dit, il vaudrait mieux ne pas écrire de nom du tout que de l'écrire mal. C'est surtout ça. Ça aussi, c'est important. Bon, il y a là une question, pas une question, mais plutôt un commentaire de Madame Houda Akmoun. Elle dit la question liée au choix de l'université est en effet très pertinente. On n'en parle toutefois jamais ou presque jamais. L'intérêt réside et lié au contenu et aux enseignements dispensés dans tel ou tel établissement universitaire. Surtout que l'harmonisation, à ma connaissance, n'a pas encore touché le master. On sait par exemple que certaines universités, à l'instar de l'université de Biskra et celle de Betna, pour ne citer que celle-ci, axent la formation sur l'interculturel. Donc, automatiquement, les candidats inscrits au concours dans ces universités doivent se préparer surtout dans le domaine de l'interculturel. Et c'est pareil pour les autres universités. Il faut donc tel que les conférenciers l'ont bien expliqué, se renseigner avant de choisir l'université. Le choix de l'université, il est primordial, que ce soit par rapport à la spécialisation de l'université ou aussi par rapport à la distance. Moi, dans mon doctorat que j'ai ouvert en 2015, j'ai eu 2 abandons, un retard, un très long retard, à cause de la distance. J'ai un doctorant qui est à Constantine. Moi, je suis à Mostaganem. C'est très difficile de venir de Constantine à Mostaganem, surtout avec la pandémie et tout. Donc, ce qui fait qu'il a été très en retard. Et ça, c'est le fait de la distance. S'il avait choisi, s'il était par exemple, lui, il habitait à Oran ou à Relizal ou je ne sais où, à côté de Mostaganem, on n'aurait pas eu ce retard. Donc, le choix de l'université, il est aussi très, très important. Il y a aussi Faisal Ben Hamadi qui pose la question suivante. Bonjour à tous et à tous. Bonne fête de la femme pour les femmes. Ma question est la suivante. Les citations... la fête des femmes, c'est la fête des hommes aussi. Hein. Oui, on est content Donc, ce n'est pas uniquement pour les femmes. Les citations, entre parenthèses, sont-elles vraiment considérées comme une preuve de rétention et du manque de créativité et d'esprit d'analyse et de reformulation? Si j'ai bien compris la question, oui et non. Oui, parce que parfois on abuse. On apprend beaucoup de citations et on fait tout pour les inclure, enfin pour les mettre dans notre rédaction, dans notre texte. Et voilà, ça fait que ça devient plus négatif qu'autre chose. Maintenant, si c'est des citations utilisées à bon escient, qu'on aura appris, qu'on a pu retenir, qu'on a pu maintenant utiliser dans son texte, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ce n'est pas... La citation, en fin de compte, n'est qu'une référence. Ce n'est pas la réponse recherchée. La réponse recherchée, ne se trouve pas plutôt dans la citation. Elle n'est que référence. Mais ça pourrait appuyer la réponse. Ça appuie la réponse. Mais il faudrait que ça appuie de façon correcte aussi. À bon escient. À bon escient. Merci. Il ne faudrait pas abuser non plus. Il ne faudrait pas abuser des citations aussi. Une question aussi, c'est la mienne aussi. La problématique, autour de la problématique. La problématique, comme son nom l'indique, elle est problématique. Elle représente la pierre d'achoppement si vous voulez, entre parenthèses, de l'apprenti chercheur. Bon, un mot de votre part serait le bienvenu sur la formulation de la problématique.
La problématique en général ou la petite problématique dans l'introduction de la rédaction? Oui, En celle-ci, général? exactement. Oui, là, non, non, dans l'introduction. Ah, dans l'introduction de la rédaction, Voilà. voilà. La problématique, pas dans le sens de problématiser, c'est-à-dire reprendre dans vos propos un peu la question formulée dans la consigne, c'est-à-dire montrer, faire preuve dans cette partie de l'introduction que vous avez bien compris la question qui vous est posée, vous la reformulez dans votre texte et vous annoncez juste après le plan, c'est-à-dire les différentes parties ou les différentes idées que vous allez développer pour y répondre. Voilà, ce qui serait différent certainement d'une problématique, d'une thèse ou d'un master. Enfin, si vous voulez qu'on en parle, on en parlera, pourquoi pas. Voilà. Mais là, l'introduction, dites-vous que c'est juste un petit paragraphe au début qui n'est pas trop long. Voilà, ce n'est pas la partie la plus longue de votre rédaction et dans laquelle vous devez déjà accrocher votre correcteur. Vous devez le mettre, enfin, contextualiser votre, donc une sorte de mise en contexte de votre réponse, problématiser, donc reprendre la question posée et montrer rapidement à travers votre plan comment vous allez y répondre, les différentes idées que vous allez développer ou les différents éléments de réponse à cette question. Et par problématiser, on veut surtout dire, montrer qu'on a compris de quoi il s'agit. Oui, oui. C'est surtout ça. C'est pas problématiser dans un sens de thèse, mais plutôt. Et on n'aura pas ni le temps, ni la longueur de le dire. Pourquoi? Parce que on l'a dit, c'est une introduction, c'est 4-5 lignes maximum. Mais c'est aussi, par ailleurs aussi, problématiser dans le sens où vous montrez, par exemple, que la question est pertinente et qu'elle mérite réflexion et réponse aussi. C'est le continuum de l'accroche, en quelque sorte. Oui. Oui. Il y a également une question de Atallah Mouafri. Il dit une dissertation est-elle toujours argumentative? Alors, on en a parlé lors de notre présentation. Disserter, argumenter, commenter, discuter, analyser. Est-ce qu'il faut vraiment s'arrêter sur ces concepts? Est-ce qu'il faut vraiment s'arrêter quand on répond dans un concours de doctorat? Est-ce qu'il faut vraiment prendre en compte dissertation, argumentation, analyse, etc.? Oui et non. Oui et non. L'essentiel, c'est d'être clair dans votre réponse. Alors, la structure, l'organisation et la clarté. C'est ça le plus... Et bien sûr, la référence. Plus que ça, que ce soit le concepteur ou le correcteur, ne prennent pas trop en attention ces concepts. Ce n'est pas très important, si vous voulez, dans la conception du sujet, mais aussi dans la correction de la copie. Mais bon, moi, je ne vais pas m'aventurer là-dessus, mais je vais dire juste un petit mot. C'est aussi un oui en même temps parce que le discours scientifique, dans toutes ses formes, devrait être un discours argumenté. Voilà, et par argumenté, j'entends des arguments scientifiques, enfin tout ce que nous avons expliqué tout à l'heure dans la présentation. Merci. Bon, là, je ne vois aucun commentaire pour l'instant. Enfin, nous remercions encore une fois Madame Bessekat sur ce point. Je ne vais pas me tromper encore une fois. Et Monsieur Roubaï pour leurs précieux conseils. Toutefois, je leur laisse le soin de mettre un dernier mot pour clore cette rencontre. Les femmes d'abord? Ah oui, toujours les femmes d'abord. C'est le 8 mars en plus. Voilà, c'est nous aussi, enfin moi personnellement, je remercie encore une fois toute l'équipe de la Nicléa, enfin toute l'équipe aussi de Blida 2, enfin je pense à mes amis, j'en ai beaucoup d'ailleurs à Blida 2, donc je ne vais pas m'aventurer à citer des noms, je risque d'en oublier quelques-uns. Donc voilà, tous ceux et celles que je connais à Blida 2, je vous remercie de nous avoir donné cette belle occasion justement de partager toutes ces informations et puis de pouvoir débattre autour de cette question qui pourrait intéresser les étudiants de Master 1, Master 2, mais aussi les futurs candidats au concours de doctorat. Voilà.
et à très bientôt. Merci Merci. beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Je vous remercie. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Merci.